Bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 17 mars. Voici les titres que nous allons développer. Transmission de biens ruraux et parts de GFA, contrôle URSSAF et prononcé d'une faillite personnelle. C'est parti. La transmission par donation ou par décès de biens ruraux donnés à bail à long terme et de parts de GFA bénéficie sous certaines conditions d'une exonération de droits de mutation à titre gratuit égale à 75% de la valeur nette des biens transmis. Auparavant, cette exonération de 75% était accordée dans la limite de 300 000 € à la condition que les biens transmis soient conservés pendant 5 ans, puis ramenés à 50% au-delà de cette limite. Ce seuil a été porté à 500 000 € sous réserve que les biens transmis soient conservés durant 10 ans. Le ministre de l'Économie a déclaré que dans l'attente de mesurer les effets de cette hausse, il n'était pas envisagé de déplafonner cette exonération à l'instar du dispositif du Treil. Lorsque les documents et les données nécessaires au contrôle URSSAF sont dématérialisés, le Code de la Sécurité sociale autorise sous certaines conditions l'agent URSSAF à procéder aux opérations de contrôle en ayant recours au matériel informatique utilisé par le cotisant. Le cotisant peut s'y opposer et préférer mettre à la disposition de l'agent les documents et les données nécessaires au contrôle. La charte du cotisant contrôlé avait repris ces dispositions dans un paragraphe relatif aux investigations sur support dématérialisé, mais le Conseil d'État vient de prononcer l'annulation de ce paragraphe. Le Conseil d'État reproche à la charte d'avoir inversé la logique des textes réglementaires en posant pour principe que l'agent effectue le contrôle avec son propre matériel. Pour le Conseil d'État, dans la charte, le recours au matériel informatique de la personne contrôlée était présenté à tort comme la solution applicable en cas de refus ou d'impossibilité. À certaines conditions, le chef d'une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire peut être mis en faillite personnelle ou faire l'objet d'une interdiction de gérer. Et la décision du juge sur cette sanction peut intervenir même après la clôture de la procédure collective, illustration dans une récente affaire. Le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire est condamné à une mesure de faillite personnelle 3 mois après la clôture pour insuffisance d'actifs de la procédure. Le dirigeant conteste la sanction, faisant valoir qu'elle ne peut être prononcée que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. Selon lui, une telle mesure ne pourrait donc plus être prononcée une fois la procédure clôturée. C'est faux, répond le juge. La faillite personnelle ou l'interdiction de gérer peut être prononcée dès lors que le tribunal a été saisi en vue de l'application d'une sanction personnelle avant la clôture de la procédure collective par une décision définitive et dans le délai de prescription de 3 ans. Si ces conditions sont réunies, alors le prononcé d'une telle sanction peut tout à fait être postérieur à la clôture de la procédure, ce qui était le cas ici. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue Fiduciaire. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. On se retrouve dès lundi, bien sûr.